Bonjour à toutes et tous. Merci de votre présence en nombre. On est très content de faire cette première intervention lors de ce D-Days cette année. Cette première participation à l'événement pour Decathlon. On va se présenter. Moi-même, je suis donc Sébastien Lecoq. Je m'occupe d'une équipe d'infrastructure qui s'occupe de couches d'infra techniques au sein d'une BU, très grande BU technique. On s'occupe particulièrement de toutes les technologies on-premise, mais également les technologies cloud. Donc on fait le grand écart dans l'équipe, où on a à la fois du management de data center, de stockage de bas niveau, de compute, mais aussi, et on va le voir avec Geoffrey, de features qui s'occupent de composants innovants autour du cloud, de la gouvernance de cloud et de l'infrastructure as a code. Et donc moi, Geoffrey Terry, donc je suis tech lead dans une feature qui travaille autour des outils cloud natifs. Donc on accompagne nos utilisateurs sur la migration de leurs applications dans le cloud. Et voilà, on s'intéresse notamment beaucoup à l'infra-container, à la CI/CD, voilà, tout ce qui va tourner autour des outils cloud natifs, donc les microservices, les containers, le serverless, etc. Alors moi, je voulais vous parler quand même un peu de Decathlon. Pour ceux qui ne connaissent pas Decathlon, on va vous en parler un peu en deux mots. Là, notre masque Subea, que vous connaissez peut-être, qui a atteint les 10 millions de ventes cette année. Et je voudrais également vous passer un petit film sur notre sens pour vous rappeler le sens de Decathlon qu'on essaie de préserver partout dans le monde. Rendre durablement accessible le plaisir et les bienfaits de la pratique des sports au plus grand nombre. Ces mots, que nous prononçons avec fierté, sont l'expression de notre sens. C'est pour ce sens que nous, femmes et hommes de Decathlon, nous nous levons chaque matin. C'est lorsque nous imaginons une tente qui se déplie toute seule que des millions de gens partent camper. C'est lorsque nous rendons possible la respiration sous l'eau que des millions d'autres découvrent les fonds marins. C'est lorsqu'on décide de mettre l'éco-conception au cœur de la création de nos produits que l'on donne une seconde vie à des millions de bouteilles en plastique. Les gestes de chacun d'entre nous ont des conséquences positives et durables pour tous les sportifs. Parfois sur le terrain d'à côté, parfois au sommet d'une montagne ou à l'autre bout du monde. Le plaisir et les bienfaits de la pratique peuvent se partager n'importe où. Dans un monde où le sport a tant à donner, proposer de beaux produits techniques innovants au prix les plus bas n'est pas un métier. C'est notre mission. Partout. Pour tous. Par amour des sportifs. Voilà pour notre sens qui nous anime tous les jours. Et donc, on n'est pas une boîte d'informatique. Et donc, ça, c'est important de se le rappeler à chaque fois ou chaque informaticien, parce qu'on a beaucoup d'informaticiens. Et c'est important de se rappeler que notre sens, c'est de rendre durablement le plaisir et bienfait de la pratique des sports accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire à des Indiens comme des Californiens, partout dans le monde, et leur faire profiter de ces bénéfices. Alors, quelques chiffres sur Decathlon. On atteint presque les 1600 magasins dans presque 900 villes maintenant au jour d'aujourd'hui et dans presque 60 pays. C'est presque 90 000 coéquipiers avec un recrutement permanent partout dans le monde. Donc n'hésitez pas, on n'est pas sur un salon de recrutement, mais n'hésitez pas. Je vous ai juste remis sur ce slide notre site joinus.decathlon.fr. Ça vous permettra de voir un petit peu la diversité des métiers. Pour pouvoir offrir les meilleurs produits sportifs, on a décidé de créer des marques par sport spécifique. Par exemple, pour le basket, on a créé Tarmac, cette marque pour le basket uniquement. Et on n'englobe pas tous les sports collectifs dans cette marque, par exemple. Et d'autres que vous connaissez également. On en est à près de 90. Alors nos challenges sont sur deux pans en classique d'un retailer. En ce moment, la partie supply chain, autour d'une transformation autour de SAP, et une transformation autour du commerce, et de pouvoir rendre une expérience unique à nos utilisateurs
dans le sens où on souhaite qu'ils puissent profiter de nos produits, mais également de services connexes avec des partenaires à travers nos plateformes. Donc ça, c'est 2 transformations importantes qui sont servies par des stratégies informatiques, notamment autour des microservices, la modularisation de nos applis et de tout ce qui est API management. Geoffrey, ici, voilà. Sur la partie tout en bas, on va retrouver des socles, le socle full cloud. On s'anime sur un projet de transformation 100% cloud à mi-2020. Donc on en est à environ 65% de nos instances qui sont dans le cloud actuellement, dans plusieurs clouds. On a une stratégie multi-cloud publique, une stratégie d'automatisation. Et aujourd'hui, on va parler de la stratégie de conteneurisation de nos infrastructures, de nos architectures. Donc je vais laisser Geoffrey vous en dire beaucoup plus sur notre chemin autour de Kubernetes. Merci Sébastien. Donc oui, alors à Decathlon, on aime les containers. Donc je vais vous refaire un petit peu l'histoire sur les 3 dernières années et là où on en est aujourd'hui et ce qui nous attend pour les prochains mois, prochaines années, peut-être les prochains jours. En fait, les cycles sont beaucoup plus courts maintenant. Donc, je vais me focaliser essentiellement dans un premier temps sur l'AFRA. Donc, on commence un petit peu notre aventure en 2016 où, voilà, je ne refais pas l'histoire, les développeurs, ils installent Docker sur la machine, ils commencent à builder des applications, etc., etc. Et on voit vite que ça commence à pousser très très fort chez nous et à un moment donné, il faut se mettre en ordre de bataille pour pouvoir leur proposer des solutions d'hébergement. Donc mi-2016, on commence avec un POC sur Rancher, donc Rancher 1.6 à l'époque, pour pouvoir aller commencer à builder les premières plateformes d'hébergement de containers. Et ben, ça marche plutôt pas mal. L'adhésion est assez forte, donc on fait un beau petit package tout en un, c'est-à-dire on fait une belle brique Terraform qui va aller déployer des environnements Rancher sur AWS. On fournit ça aux utilisateurs, on laisse l'autonomie aux utilisateurs d'aller déployer leurs environnements Rancher, et nous on les accompagne derrière avec de la formation et du support. Et ça marche plutôt pas mal, c'est-à-dire en 2 ans de temps, on est arrivé à peu près à des infrastructures avec 350 nœuds à peu près Rancher Cattle, qui sont répartis sur 4 zones géographiques, donc essentiellement en Europe, en Chine, à Singapour et aux US. Très bien, donc ça marche très très bien. Et voilà, mi-2017, on commence à entendre parler fortement de Kubernetes, etc. Donc on ne connaissait pas encore très très bien. En fait, on était assez sceptique au début, on se disait, ouais, mais pourquoi tout le monde parle de Kubernetes, etc. Enfin, nous, notre plateforme Rancher, ça répond vraiment aux besoins, etc. On ne comprend pas. On a commencé un petit peu à travailler, on a commencé à faire des POC, donc on a commencé à faire des POC avec OpenShift pour tester un petit peu, ok, ouais, ça marche. On a fait des POC avec Kops, pour ceux qui connaissent, pour aller déployer des clusters Kubernetes sur Amazon. On a fait des POC aussi sur GKE, donc le service managé Kubernetes de GCP, de Google Cloud Platform. Et voilà, on se fait un petit peu nos armes sur Kubernetes dessus, et on voit en fait que ça nous ouvre le champ des possibilités énormes. Tous les retours des équipes de dev et des équipes ops qui disaient « ouais, j'aimerais bien voir ça dans Rancher », en fait on dit « mais ouais, mais Kubernetes, c'est absolument ce qu'il nous faut ». Et du coup, on profite en 2018 d'un nouveau partenariat avec Google pour dire « voilà, on avait déjà testé avec GKE, ok, on va commencer à proposer une offre basée sur GKE, donc GKE qui est le service managé de Kubernetes qui est sur GCP. Pourquoi GKE? Parce que ça nous permet de commencer petit. OpenShift, tout de suite l'investissement est assez lourd, en licence pour avoir des gros clusters, il faut déployer les masters, etc. Sur GKE, l'intérêt c'est on ne paye pas les masters, on paye que les workloads, donc les nœuds workers. Donc on peut commencer très très petit avec trois nœuds Kubernetes, on peut commencer un petit cluster et commencer à jouer. Toujours dans la même optique, on construit un beau petit module Terraform qui vient aller instancier des clusters sur GCP et on va englober tout ça avec tous des outils qu'on verra par la suite. Et ça commence, voilà, et en avril 2019, même le 1er avril, c'est pas une blague, on lance l'offre officiellement et là on se rend compte que l'attente était hyper forte, c'est-à-dire que là en 6 mois, là, les équipes ont déjà buildé à peu près une 50aine de clusters Kubernetes sur GCP. Aujourd'hui, on est à peu près à 250 nœuds. Donc, il y en a peut-être qui vont hurler en voyant le ratio,
50 clusters, 250 nœuds, voilà, le calcul est vite fait, ça fait à peu près 5 nœuds par cluster. Oui, alors effectivement, on pourrait tourner avec un cluster ou 2 clusters pour tout Decathlon. Par contre, cette manière-là de travailler ne colle pas à notre organisation. On a des features aujourd'hui, des équipes qui sont vraiment autonomes, qui ont des niveaux de service différents et qui travaillent vraiment de manière indépendante. Et aujourd'hui, ils veulent avoir leur autonomie complète sur l'infrastructure. C'est-à-dire ils ont des projets cloud différents, ils ont des comptes Amazon différents, ils ont des projets GCP différents, ils veulent déployer et maintenir l'infrastructure de A à Z. Donc nous, voilà, on leur propose un bundle pour aller déployer leur cluster dans leur projet GCP. Et comme l'a dit Sébastien, on est dans une optique multi-cloud. Donc là, on vient tout juste, donc nos collègues chinois ont également travaillé sur la partie Azure, donc avec le service AKS. Et là, c'est tout frais de 2 semaines. On vient de faire la même chose pour Amazon avec le service EKS. Alors, c'est pas parce que c'est du service managé que ça a été aussi super simple à implémenter, parce qu'on a des spécificités réseau qui nous sont bien propres. Voilà, les nœuds ne peuvent pas aller se connecter directement sur Internet, par exemple. Il faut qu'on passe par des proxys, donc il a fallu trouver toutes des petites astuces pour aller proxifier les flux de kubelets, etc. etc. Voilà, donc ça n'a pas été forcément aussi simple que ça, même en utilisant du service managé. Mais voilà, là j'ai uniquement parlé de Kubernetes, mais en fait on s'est assez vite rendu compte que finalement une intégration Kubernetes, on fait assez peu de Kubernetes. C'est qu'une toute petite partie du boulot. Donc là, bon, désolé, ça va être un étalage un peu des technos qu'on fait, mais c'est un peu l'étape obligatoire. Donc aujourd'hui, notre offre Kubernetes qu'on propose à nos utilisateurs, c'est quoi? Bon voilà, c'est, comme je l'ai déjà dit, un cluster qui est soit sur Amazon, soit sur Azure, soit sur GKE, avec GKE qui a été déployé avec Terraform. Pour la partie publication des applications, donc là on va laisser le choix aux équipes, soit on leur donne un ingress, ils déploient un ingress classique avec Nginx, ou bien on leur laisse la possibilité d'installer Istio. Et en fait, Istio, on a voulu l'introduire il y a à peu près 9 mois, 1 an, et c'était peut-être l'erreur qu'on a faite aussi, c'est on a voulu faire de l'Istio un peu trop tôt. C'est-à-dire on a été bombardé les équipes Ops, etc. avec plein de nouvelles couches techno, etc. du Kubernetes. C'est pas facile à digérer du Kubernetes dans les équipes parce que voilà, il y a une courbe d'apprentissage qu'il faut manager un petit peu aussi. Et en fait, en voulant leur faire de l'Istio tout de suite, on les a un peu brusqués. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que, ok, faire du service mesh, faire de l'Istio, il faut en faire quand on aura maîtrisé tous les autres composants qu'on va voir après. C'est-à-dire quand on a maîtrisé la partie stockage, quand on a maîtrisé la partie airbag, quand on a maîtrisé la partie sécu, sur son cluster Kubernetes, ok, on peut faire du service mesh. Donc là, ça vient en premier, mais par contre, ça doit venir en dernier pour moi, enfin c'est juste un avis personnel, ça doit venir en dernier dans l'implémentation. Velero. Velero, alors, est-ce que quelqu'un connaît Velero? C'est anciennement l'outil EptioArc qui a été racheté par VMware et maintenant qui est dans la branche open source de chez VMware. Donc c'est un outil open source qui nous permet simplement d'aller faire des snapshots de nos disques persistants qui sont attachés à nos clusters Kubernetes. Et ça permet également d'aller faire des dumps de toute la configuration d'un cluster et d'aller stocker ça dans un bucket S3 ou peu importe un bucket GCP. En gros, en cas de crash d'un cluster, on rebuild son cluster avec Terraform, on redescend un backup de Velero, et ça nous permet d'aller redéployer tous les YAML qu'il y avait sur le cluster et d'aller recréer les disques persistants à partir des snapshots. Voilà. On verra qu'en fait, avec un outil qu'on a juste après, que finalement, on ne s'en sert pas beaucoup pour la partie YAML, mais on s'en sert uniquement pour faire les sauvegardes des disques persistants sur nos clusters. La CI/CD. Je vais faire un focus bien particulier sur la partie CD juste après. Donc aujourd'hui, voilà, les développeurs étaient déjà fortement habitués à utiliser du Jenkins, donc on a continué à faire l'intégration avec Jenkins. Et pour la partie déploiement, on utilise WeFlux. J'en dis pas plus, je vais en parler juste après. Forcément, pour le packaging des applications, tous nos développeurs maintenant packagent leur application avec Helm. Si vous ne connaissez pas le Helm, c'est juste une manière d'aller packager des applications pour aller déployer ça sur un cluster Kubernetes. Le pendant monitoring d'Istio,
ça va être Kiali et Jaeger, justement pour aller observer l'interaction entre les microservices, par exemple les temps de réponse, etc., voir les flux qui passent entre microservices dans mon cluster. Donc on utilise Jaeger et Kiali, qui permet de faire du waterfalling, par exemple, et d'aller voir les flux entre mes microservices. Alors, c'est bien, c'est pareil, c'est open source, et en plus, Kiali, si vous avez jamais regardé, ça fait un effet waouh absolument énorme. Vous montrez ça à un dev, il est complètement fun. Pour la partie monitoring, on reste sur de l'hyper classique, du Grafana, du Prometheus. On peut aller plugger derrière le Prometheus sur du PagerDuty, par exemple, pour aller déclencher de l'astreinte ou du monitoring. Enfin, voilà. Donc là, on peut imaginer tous les scénarios possibles et inimaginables. Sur la partie gestion des secrets, on a fortement investi, beaucoup de temps en tout cas, sur la partie Vault. Donc on a beaucoup travaillé sur des opérateurs Vault. Donc aujourd'hui, on utilise un opérateur Vault qui vient de chez Banzai Cloud, qui nous permet aussi d'aller déployer facilement des serveurs Vault dans nos clusters. Et aujourd'hui, nous, on accompagne nos utilisateurs pour dire comment on utilise correctement un Vault, donc à travers de l'injection de secrets dans les containers, etc., à travers des mutating webhooks. Donc c'est là, nous, on travaille. On a un petit peu utilisé également un outil qui s'appelle Bitnami Seal Secret, qui permet d'aller en fait chiffrer un secret et le mettre dans un repo Git, et ensuite seul le cluster a la clé qui permet de déchiffrer le secret et de pouvoir l'utiliser à l'intérieur du cluster. Voilà, on l'a utilisé un petit peu moins maintenant, on se concentre quand même plus sur la partie Vault. Sur la partie sécu et compliance, c'est là où il nous reste du boulot. Aujourd'hui, on estime qu'on fait le basique, c'est-à-dire on fait du scan de vulnérabilité d'image avec Encore. Donc Encore, si vous ne connaissez pas, c'est un outil open source, un peu un Lastar de Claire, qui permet d'aller faire du scan de vulnérabilité à l'intérieur d'une image et nous donner des rapports sur les CVE, sur les failles de sécurité à l'intérieur d'une image. Et après, pour la compliance, on utilise un outil qui est vraiment hyper puissant, qu'on ne maîtrise pas encore totalement à 100%, il faut qu'on continue à travailler dessus, qui s'appelle Open Policy Agent. C'est un framework de compliance qui va nous permettre d'aller contrôler les ressources qui sont déployées à l'intérieur du Kubernetes. Par exemple, une équipe Ops déploie un cluster, par contre, il veut donner de l'autonomie à son dev, par contre, il ne veut pas que son dev fasse n'importe quoi sur des choses qu'il ne connaît pas forcément bien. Par exemple, déployer un load balancer public alors qu'il n'est pas autorisé à le faire. Donc, Open Policy Agent va aller positionner des admission controllers à l'intérieur du cluster pour dire, voilà, en fonction du profil, en fonction du type de source, j'autorise ou pas le déploiement de ce type de ressource. Par exemple, je n'autorise pas le déploiement de load balancer public sur mon cluster. Donc on va pouvoir l'écrire toutes ces règles-là avec Open Policy Agent, et les équipes donc, peuvent mettre un niveau de gestion de déploiement des ressources au niveau qu'ils le souhaitent. Et dernière étape sur le stockage, alors oui, à part ça, on utilise aussi du disque persistant chez nos cloud providers Amazon, GCP, etc. Et on voulait, pour faire du stockage fichier également, les équipes data chez nous, on travaille sur l'intégration Elastifile. Donc nous, on fournit à nos clients, à nos utilisateurs, les classes de stockage qui vont bien et les provisioners qui vont bien pour aller faire aussi de l'Elastifile. Donc voilà un petit peu le landscape. Donc j'ai pas tout mis, il reste aussi sur la partie de la gestion Airback, etc. Donc ça, c'est aujourd'hui, on va dire, un décathlonien, une équipe Ops chez Decathlon, 20 clusters Kubernetes. Il a la possibilité d'avoir ces outils-là par défaut. Donc c'est un peu à la carte. Par exemple, il dit moi je ne veux pas faire d'Open Policy Agent, il ne le prend pas. Mais en tout cas, nous, on fait du support sur toutes ces briques-là. Et finalement, avec un peu de recul, quand on a commencé à déployer les premiers clusters, beaucoup d'équipes sont revenues vers nous en disant « Ok, c'est bien, par contre, comment je déploie mes applications ?» Et ça, c'était la question récurrente auquel on ne s'attendait pas forcément. Parce que, pour nous, c'était acté que « Ok, tu faisais du rancher avant, tu continues de la même méthode. » Mais en fait, on s'est rendu compte qu'on devait aussi changer notre méthode de déploiement avec Kubernetes. Alors, comment déployer ? On peut faire du kubectl, on peut continuer à faire du Jenkins, comme on faisait avant. Il y a des gens qui ont commencé à « Ouais, j'ai entendu parler de Rancher 2, etc. » avec la notion de catalogue de services, de catalogue d'applications, ça a l'air vraiment bien. Il y a du Kubeapps aussi, j'ai une belle UI pour faire choisir mes applications que je vais installer sur mon cluster.
Et en fait, nous, on était habitués avec Rancher de faire du pipeline de CI/CD hyper classique. Vous connaissez tous, le dev a son repo de code, il a son outil de CI, donc nous, dans notre cas, c'était Jenkins, il va les pousser dans une registry, et derrière, on allait utiliser les Rancher CLI. Jenkins allait pousser via les Rancher CLI le nouveau déploiement sur l'infrastructure Rancher. Pipeline hyper classique. Par contre, qui a déjà fait du Groovy ici sur du Jenkins? Maintenir des... Ok, super. Est-ce que c'est facile à maintenir? Ouais, c'est l'horreur. Donc, c'est bien, ça marche, c'est robuste quand même, on peut pas le nier. Par contre, ouais, c'est l'horreur à maintenir. Et en fait, une question qui se pose, donc j'ai un beau fichier de pipeline Groovy sur Jenkins, qui le maintient. Est-ce que c'est le dev, est-ce que c'est le ops? Puisque dedans, on a le build de l'application et on a le déploiement. Et du coup, ça, c'était un peu des sujets de conflit entre nos devs et nos ops. Pareil, la CI, dans ce cas-là, elle est super puissante, elle est toute puissante, parce qu'elle a un accès full admin à nos clusters. C'est-à-dire, la CI peut faire ce qu'elle veut sur les infrastructures. Et comment on gère un rollback dans un pipeline de ce type-là? Eh ben, on est obligé de relancer un pipeline complet. Donc on rebuild l'application sur la version précédente et on redéploie. Donc ça marche, c'est robuste, on l'utilise encore beaucoup aujourd'hui, mais on s'est dit, ok, comment déployer de meilleure manière? Comme d'habitude, on fait un petit tour sur le landscape CNCF, on regarde, et puis, ok, j'ai 36 solutions, je prends laquelle? Est-ce que je fais au pif? Non, bon. Et finalement, on a commencé, c'est à ce moment-là, on a entendu parler beaucoup de la notion de GitOps, et ça nous a vraiment bien plu dans la philosophie. Donc GitOps, c'est quoi? C'est donc une manière de déployer des applications, mais on va utiliser un repo Git comme unique source de vérité. C'est-à-dire, on va aller mettre toutes les informations, tous les déploiements de ces clusters Kubernetes, tous les services, tous les mcharts dans un repo Git, et le cluster va avoir un opérateur, et il va aller se synchroniser sur ce repo Git, et tout ce qui va être dans le repo Git va être appliqué sur le cluster. Et du coup, le pipeline CI/CD va un peu changer. On a toujours notre bon vieux Jenkins qui prend son application, le repo de code, qui va aller builder ça, qui va les pousser dans une registry. Très bien. Et il s'arrête là. Il fait son rôle de CI. Derrière, une fois que l'image est dans la registry, l'ops ou le dev, peu importe, va aller, plutôt l'ops même, va aller mettre dans un repo Git tous les déploiements, tous les services, toutes les ressources Kubernetes qui doivent tourner sur un cluster. Et à l'intérieur du cluster, un opérateur va aller chercher cette configuration-là et l'appliquer. D'accord? Donc on est sur de l'infrastructure déclarative, c'est du classique. Et du coup, là, le rôle des devs et des ops, il est super clair. Ici, sur la gauche, c'est le dev. Lui, il s'occupe de builder son application et de la pousser dans l'enregistrie. C'est son boulot. Et l'ops, lui, il doit prendre l'application et la faire tourner en production. C'est son boulot. Et donc là, les rôles sont hyper bien scindés. Et du coup, on passe d'un pipeline type push, auquel c'est la CI qui va pousser sur les infrastructures, à un pipeline de type pull. C'est-à-dire que c'est mon cluster qui va aller chercher les informations, de dire qu'est-ce qui doit tourner sur mon cluster, quelles applications je dois faire tourner. Et du coup, comme on fait du Git pour aller manager les applications qui sont dans un cluster, sur le rollback et la visibilité, c'est hyper simple. Je veux rollbacker, Git revert. Et je commit. Si je veux voir ce qui s'est passé, je regarde l'historique de tous mes commits, de mes fichiers YAML sur mon repo Git. Du coup, pour nous, ça nous paraît une manière d'être assez saine et hyper simple également, parce qu'il n'y a pas d'outils à apprendre. J'entendais pas mal aussi parler de Spinnaker, etc. Pour moi, Spinnaker, c'est assez complexe à prendre en charge. Là, j'ai rien à apprendre. Je sais faire du Git, je sais faire du déploiement. J'ai beaucoup parlé de technique, mais ce n'est pas uniquement des problèmes techniques auxquels on a dû faire face. Et finalement, mon collègue d'avant qui présentait vous a fait pas mal voir ce 8. Nous, chez Decathlon, les équipes se sont organisées. On a eu de la chance aussi, pendant ce projet Kubernetes, d'avoir une transformation humaine des équipes.
C'est-à-dire on est passé d'un mode silo à un mode feature, pizza team, squad, zodiac, enfin à peu près le nom que vous voulez. Et voilà, c'est des petites équipes, ils ont en charge une application et ils ont en charge de cette application de A à Z. C'est-à-dire, ils font le build de l'application, ils font le run, il va y avoir des devs, il va y avoir des ops, il va y avoir un product owner, il va y avoir un chef de projet. Et donc, la philosophie you build it, you run it, pour nous, c'est hyper important. Tout à l'heure, je parlais de notion d'autonomie, c'est également pour ça qu'il y a une multitude de clusters chez nous. Et du coup, ça n'a pas été que de l'implémentation technique. Tout à l'heure, je parlais d'accompagnement aux équipes. Et on a passé beaucoup de temps et on a fait un gros investissement chez nous pour aller former les équipes et vraiment pour être sûr qu'elles étaient autonomes et capables d'aller gérer dans un premier temps des clusters Rancher, puis des clusters Kubernetes. Donc il y a 2-3 ans, on avait monté une formation en interne autour de Docker et Rancher. Sur 2 ans, on a vu passer à peu près 150 stagiaires sur les 1000 personnes qui composent l'IT chez Decathlon. Depuis 1 an, voilà, on fait des formations Kubernetes qui durent à peu près 3 jours. Là, pour l'instant, on a passé une centaine de personnes. Pareil, sur l'infra as code, on a des formations Terraform en interne. Aujourd'hui, on a à peu près 60 personnes qui ont été formées chez nous. Et en plus, on met à dispo également des comptes Linux Academy s'ils veulent se faire leur propre parcours de formation en e-learning, et également des formations autour de GCP, d'Azure et d'Amazon. Vraiment, ce qu'on veut éviter, c'est ça. On ne veut pas donner un outil, une super Ferrari à nos équipes ops sans le permis de conduire. Chez Decathlon également, une grosse force chez nous, en tout cas un truc qui marche plutôt pas mal, c'est les communautés IT. Donc aujourd'hui, il y a une douzaine de communautés qui se rassemblent autour de sujets assez différents. Ça peut être les containers, ça peut être l'infra as code, ça peut être le functional programming, ça peut être le green IT, etc. Et en fait, c'est ces communautés qui prennent les décisions autour des technologies implémentées. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir mon cher patron qui va me dire « Tiens, Geoffrey, tu vas faire du GKE ». Non, la décision, elle est prise par la communauté de manière collégiale, concertée, et tout le monde va coopter cette prise de décision technique. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à faire adhérer les personnes puisqu'ils ont pris part à la prise de décision. Donc derrière, pour dire revenir, bah non, moi ton produit, j'en veux pas, bah oui, mais tu étais avec moi quand on l'a choisi. On essaye de s'investir également beaucoup sur des événements internes. On fait tous les 6 mois un petit peu des grands événements internes. Bah, le dernier, c'était la semaine dernière, c'était celui-là. Également des événements ouverts au public. Donc on fait pas mal de meet-up chez nous, qu'on héberge chez nous dans notre belle région lilloise. On fait pas mal de Rex, des BBL le midi. Et voilà. Et après, toutes ces communautés s'animent aussi autour de différentes chaînes Slack qui sont internes, qui nous permettent de partager en permanence. Donc voilà un petit peu, donc 2 aspects, vraiment une partie implémentation technique, mais on a su profiter également d'une transformation des équipes pour pouvoir mener à bien nos projets autour de Kubernetes. Voilà pour moi, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à l'écoute. Sébastien aussi. Déjà, merci de votre attention. Une petite question, on peut prendre 1 ou 2 questions? Ok. Déjà, merci pour la presse, très claire et intéressante. J'avais une question par rapport à tu as bien mentionné en fait les principes de DevOps étaient fondateurs chez vous et tout ça. Mais par rapport au slide que tu as présenté sur l'adoption de GitOps, un des avantages que tu mets en avant, c'est que du coup le rôle de l'Ops et du Dev sont clairs. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas peur ou est-ce que vous êtes posé la question du fait que ça a recréé les silos qu'on avait avant avec séparation Ops et Dev sur chacun des rôles et pas ce qu'on va appeler le you build it, you run it. Alors, on va pas se mentir, la transformation des équipes, elle est faite, donc des petites équipes qui sont formées autour d'une application. Dedans, pour moi, le rôle DevOps, il n'existe pas encore. On a des devs, on a des ops. Et à l'intérieur, chacun aussi a son domaine de responsabilité. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne encore aujourd'hui. Et finalement, l'adoption a été
c'est plutôt bien passé dans le sens où les ops, ils y ont vu dire vraiment un intérêt, quoi. Dans le sens où, ok, bah moi je sais déjà faire du Git, en fait, ouais, l'outil de CD que tu me proposes, en fait, j'ai rien à apprendre, j'ai rien à faire. J'ai juste à comprendre la logique de comment ça marche. Et derrière, et en fait, j'en parle pas aujourd'hui, mais ça nous ouvre tellement un champ de possibilités tellement vaste. Si on rajoute par exemple avec du Flagger pour faire du déploiement, du Canary deployment automatique, etc. Enfin là, j'en ai pas parlé, mais l'opérateur, il est branché sur la registry, lui, il peut aller scruter en permanence les nouvelles images et faire du déploiement complètement automatique, quoi. C'est par exemple ton opérateur de Flux qui va aller ouvrir une PR sur ton repo Git. Tu peux même faire le merge de la PR en automatique, et auquel cas là, le développeur est complètement autonome. C'est-à-dire que l'Ops, il n'a même plus besoin de travailler sur du déploiement parce que c'est built-in. Oui, c'est vrai qu'on partait de loin parce qu'avant la confusion, bah, aujourd'hui, moi, ce que je dis aux équipes, c'est toi, développeur, tu dois juste assurer que ton image elle est dans la registry. Ton boulot, il s'arrête là. Tu as fait tes tests de régression, tes tests unitaires dans ta CI, etc. Tu as fait tes tests, t'as fait ton scan de vulnérabilité dans la CI. Donc ton boulot, il s'arrête quand l'image elle est enregistrée. Le travail de l'Ops, il commence après. C'est-à-dire mon application doit tourner en production. Ouais. Bonjour, merci pour la présentation que vous avez faite. Et moi, je viens de Decathlon aussi. J'ai fait 2 ans. C'est une très belle entreprise. J'ai vu également, j'imagine que vous étiez sur le projet Cube. Non, je sais pas. Alors non. Non, d'accord. Mais les Zodiac, tout ça, ça me parlait Ouais. un petit peu. Et j'ai vu la transformation chez Decathlon. Et du coup, j'ai aussi vécu des difficultés en fait chez Decathlon. Mais je vais pas venir dessus. Ce qui m'intéressait surtout, c'est la manière dont, qui a été dit tout à l'heure, la manière dont vous avez séparé un petit peu, enfin sans le séparer, je pense qu'il y a du dialogue, on ne le sépare pas comme ça, mais il y a du dialogue entre les devs et les ops, même si on clarifie les choses. C'est la manière dont en fait vous allez récupérer les événements quand vous avez créé l'image. Vous utilisez quoi comme outil en fait pour pouvoir révéler en fait à la partie Kubernetes de se mettre à jour? C'est un mode pool, mais en gros, c'est quoi? C'est des events. De quelle façon en fait, quel outil vous utilisez? Parce qu'on a vu l'ensemble des technos, mais j'arrive pas à voir dedans ce qui permet en fait d'automatiquement se mettre à jour. Alors, tu as 2 modes. Soit tu dis, bon, ok, je décorrèle complètement ma CI de ma CD. C'est-à-dire, j'ai une nouvelle image qui a été poussée dans mon registry. Et là, le dev va dire à l'ops, ok, bah, j'ai une nouvelle image. Ok, bah, du coup, moi, je vais aller modifier YAML sur mon repo. Je vais l'appliquer. C'est pas automatisé, c'est de la communication. Alors, du coup, non. Enfin, c'est là où on va plus loin, c'est que Flux, enfin l'opérateur qu'on utilise aujourd'hui, peut aussi aller scruter la registry pour faire du déploiement automatique. D'accord? Donc lui, il va aller regarder en permanence la registry s'il y a des nouvelles versions de tags, etc. Et toi, tu dis, par exemple, tu peux mettre des filtres. Ok, bah, tout ce qui est tagué, par exemple, toutes mes images qui sont taguées, je sais pas, dev, tu me les déploies automatiquement. C'est-à-dire, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle image dans la registry, elle a un tag dev, et bah, du coup, mon opérateur va aller ouvrir une pull request sur mon repo en changeant le numéro de version dans mon YAML de déploiement. Là, soit tu dis, bah, ok, le merge dans ma branche master, je le fais encore à la main, ou tu peux très bien dire à ton opérateur, eh ben, tu fais automatiquement le merge de ta pull request dans ta branche master. Et auquel cas, ton déploiement, il est full automatique de A à Z, quoi. Donc il n'y a pas d'intervention humaine entre la création de l'image. Tu peux très bien, par exemple, sur un environnement de dev, le mettre en full auto. C'est-à-dire que c'est ton opérateur qui va aller faire le PR sur ton repo Git, qui va aller le merger s'il faut, et auquel cas, tu n'as rien fait. Et juste pour finir, c'est quoi l'outil que vous utilisez? C'est Flux. C'est Flux. C'est Flux, c'est un outil open source, un peu à la manière, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a RogoCD aussi qui fait un peu le même job. Donc c'est un outil open source qui est supporté par Weaveworks. Ok, une question, peut-être une dernière, ou c'est ok pour vous? Une dernière question? Est-ce qu'on a résolu le pliage de la tente Quechua? Alors on prend cette question. Par contre, on a des super tentes pour embrayer. On a des nouvelles tentes qui sont très fraîches et avec une super obscurité, ça marche très bien. On vous remercie pour votre attention en tout cas. Et bon après-midi.